Public Sénat. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette première partie de 24 heures Sénat. Tout de suite, je vous propose de suivre l'audition de Rémi Flimelin, le PDG de France Télévisions. Il a été entendu mardi par la Commission de la culture du Sénat sur le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Ce texte prévoit de nommer les PDG de France Télévisions mais aussi de Radio France par le président du CSA et non plus par le président de la République comme l'avait souhaité Nicolas Sarkozy. Alors voyons tout de suite ce que Rémi Flimelin pense de ce texte et on se retrouve tout de suite après. De la façon dont est confortée l'indépendance du service public à travers cette loi, l'indépendance qui est une valeur absolument cardinale pour les entreprises de services publics et qui doit évidemment être un élément clé de la relation avec nos concitoyens, en notant d'ailleurs que cette indépendance est liée évidemment au mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public, qui, après, dans leur exercice, doivent veiller à ce que cette indépendance se traduise dans les choix éditoriaux et notamment en termes d'information, ce qui a été pour moi une tâche essentielle du jour où j'ai été nommé et je me suis appliqué à défendre cette valeur comme étant la valeur cardinale du service public, mais vous dire aussi, et ça nous relie avec le COM, que la question de l'indépendance est aussi très directement liée au mode de financement et un financement pérenne et lui-même indépendant. Et je dirais que de ce point de vue-là, le fait que dans la loi, il y ait un élément qui maintienne la publicité en journée après 2016 est un élément extrêmement, 2015 est un élément extrêmement important pour nous, qui nous permet de consolider le financement, même si, je tiens à le signaler, aujourd'hui, le dispositif publicitaire de France Télévisions est un dispositif publicitaire uniquement en journée qui nous défavorise sur le marché puisque nous manquons d'espaces publicitaires puissants que peuvent présenter aux annonceurs nos grands concurrents. Dire aussi que le fait que le CSA puisse prendre en compte les équilibres économiques et les conséquences économiques des décisions d'attribution de canaux ou de changement de canaux me semble un élément central. Le fait de devoir, par le passé, faire des appels à candidature automatiques lorsque des canaux étaient disponibles, sans avoir au préalable des analyses sur l'impact économique, pouvant créer des situations difficiles pour le marché en général et pour certaines chaînes en particulier. Il me semble que les équilibres du paysage audiovisuel, sur le plan économique, ces équilibres sont un élément absolument clé du développement des différentes chaînes et donc de la fiabilité de l'exécution des cahiers des charges. Enfin, dernier point, je note que une commission sur le second dividende numérique est envisagée dans cette loi. Vous savez que cette question de la bande des 700 et donc du second dividende numérique est un point sur lequel je me suis exprimé. Je tiens à redire ici que c'est une question stratégique pour nous et une question stratégique qui doit nous permettre demain notamment de développer les nouvelles technologies et les passages en HD en particulier, mais aussi tout ce qui permettra l'interactivité ou demain les nouvelles technologies et le fait de restreindre les possibilités techniques de l'audiovisuel sont probablement pas la meilleure des façons de conforter l'avenir de ces entreprises et notamment leur capacité à se développer. À part cela, sur cette loi, je n'ai pas d'autres observations à faire, mais évidemment, je pourrai répondre à vos questions. Concernant le point que vous évoquez, Madame la Présidente, du contrat d'objectifs et de moyens, nous avons en effet travailler avec le gouvernement et présenter à notre conseil d'administration un projet d'avenant au contrat d'objectifs et de moyens lors d'une séance du mois de juillet. Pourquoi un avenant? Je rappelle que nous avions signé un contrat d'objectifs et de moyens fin 2011 pour une période qui allait jusqu'en 2015.
Il se trouve que dans l'intervalle, la trajectoire des ressources a été modifiée de façon importante. Cette trajectoire des ressources a été modifiée de façon importante, principalement parce que la ligne budgétaire, qui était la ligne de compensation à l'arrêt de la publicité, qui, je rappelle, était à l'origine de 450 millions, a été diminuée de façon importante. Et les prévisions de ressources publiques pour les 3 années 2013, 2014, 2015 étaient des prévisions à la baisse, qui nous obligeaient donc à revoir la trajectoire économique, sachant que parallèlement, je l'ai évoqué très vite tout à l'heure, le chiffre d'affaires publicitaire est lui-même en baisse et en raison de la crise économique et en raison des dispositifs publicitaires que nous pouvons mettre sur le marché. Et donc l'ensemble de ces éléments nous ont conduit à observer à l'horizon 2015 une baisse des ressources disponibles de l'ordre de 10%, donc 300 millions sur 3 milliards, si je prends des chiffres ronds. Il est évident qu'à partir de là, nous étions tenus de modifier la trajectoire du contrat d'objectifs et de moyens, et la modifier aussi avec la prise en compte des évolutions de notre environnement et avec un objectif qui était d'arriver à l'équilibre économique en 2015. Donc une trajectoire économique modifiée, des objectifs à repréciser, notamment en fonction de l'évolution de notre environnement, et un objectif de retour à l'équilibre en 2015, qui était un élément central du travail que nous avons entrepris. Ce travail que nous avons entrepris nous a permis de réaffirmer les objectifs principaux de l'entreprise, qui sont d'abord d'avoir une offre différente de l'offre privée et une offre qui nous permet de jouer le double rôle d'information, une information indépendante, et je reprends le terme d'indépendance, une information de référence, et puis le lieu de développement de la création, création sous toutes ses formes, que ce soit la fiction, le documentaire, l'animation, le spectacle vivant, le véhicule de la culture et de la création culturelle, avec deux autres objectifs clés qui étaient le rapport au territoire, et le territoire pour nous, je rappelle que ce sont en France métropolitaine les régions, mais que c'est aussi l'outre-mer, puisque France Télévisions est présente sur tous les territoires ultramarins, et la nécessité de rester le lieu de présentation de l'offre sportive gratuite, dans un univers où le sport se développe de plus en plus de manière payante, avec évidemment pour les chaînes gratuites une diminution forte de ces événements, sauf sur le service public qui continue à fédérer grâce à cela. Donc voilà les quelques éléments clés en termes de contenu, on pourra y revenir si vous le souhaitez, le tout étant inscrit dans une profonde évolution qui est l'évolution du numérique. L'évolution du numérique qui a deux caractéristiques. La première, c'est de faire en sorte que les images sont présentes aujourd'hui sur de multiples écrans. Ces écrans sont aussi bien les écrans de télévision que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, et demain, d'après ce qu'on peut voir apparaître, les montres. Vous avez vu qu'il y a maintenant une industrie lancée par Samsung qui va être en compétition avec les Américains sur des montres qui seront demain des supports. On peut le regretter ou l'espérer, mais en tout cas, c'est un fait. Et donc, la nécessité pour nous, service public, de jouer notre rôle, qui est d'être présent sur ces différents supports, et être présent sur ces supports parce qu'il faut que nos contenus puissent être vus par le plus grand nombre pour jouer notre rôle de lien dans la population et de diffuseur, encore une fois, de cette différence. Et je dirais d'ailleurs de diffuseur de l'exception culturelle. Vous vous êtes beaucoup battu sur les questions d'exception culturelle et de nécessité de défendre et de préserver la capacité de notre pays à financer les industries de la création. Eh bien, ces industries de la création n'ont de sens que si la création est diffusée. Et elle n'est diffusée aujourd'hui que
sur l'audiovisuel public. Et donc, la lutte, la bagarre que vous avez menée sur la question de l'exception culturelle se traduit par la nécessité d'avoir ces vecteurs de diffusion de cette exception. Et encore une fois, c'est l'audiovisuel public. Tous ces éléments-là reprécisés avec un certain nombre d'évolutions, je pense en particulier à l'évolution des positionnements de France 4 et de France O, la volonté aussi d'avoir sur France 3 en région une pause sur les développements qui étaient prévus en termes d'heures de programmes régionaux, puisque nous avions dans le plan 2011 une croissance continue. Nous sommes là sur une stabilité légèrement à la baisse. Tous ces éléments-là, une fois précisés, nous devons évidemment, nous avons dû travailler sur une trajectoire qui financièrement nous permette, en faisant des choix, d'arriver à l'équilibre que j'indiquais tout à l'heure. Alors cette trajectoire, elle se caractérise d'abord par le fait que nous ferons des économies sur l'ensemble de nos dépenses, avec un plan d'économie qui a démarré dès l'année 2012, ce qui nous a permis d'ailleurs, en 2012, d'être à l'équilibre. En 2012, alors que nous avions 70 millions de recettes de moins qu'en 2011, nous sommes sortis à l'équilibre, donc c'est bien que nous avons mené déjà un plan d'économie en 2012. Ce plan d'économie général est un plan d'économie d'abord sur les coûts externes, sur l'ensemble des dépenses de frais généraux, de structures, sur tous les achats de programmes et les achats externes. Et lorsque je dis achat de programmes, je voudrais préciser que ça se traduit par, notamment sur les achats de démission de flux, des audits systématiques et des baisses de coûts négociées qui sont autour de 7 à 8% sur ce que nous avons pu, sur quoi nous avons négocié depuis un an. Nous avons sur tous les achats externes aussi une politique maintenant extrêmement rigoureuse qui nous ont permis des baisses de prix de l'ordre de 10%. Bref, un travail global qui doit nous permettre, encore une fois, de dégager les marges, sachant que sur les programmes eux-mêmes, nous avons d'une part des grilles de programmes que nous faisons évoluer en privilégiant un certain nombre de contenus et en supprimant un certain nombre d'autres contenus pour nous permettre, encore une fois, d'atteindre les objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et le coût de grille globalement, c'est-à-dire nos dépenses de programme, vont évoluer sur cette période de moins 1% par an à peu près. Donc on a, si vous voulez, à partir d'un niveau qui était un niveau atteint en 2012, une trajectoire qui est globalement de moins 1% par an. Cette trajectoire étant une trajectoire qui, d'une part, résulte des négociations que j'ai indiquées tout à l'heure et des politiques d'audit systématiques, mais aussi d'un certain nombre d'arbitrages que nous sommes amenés à faire sur la période, sachant qu'encore une fois, ce que nous avions prévu dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens signé en 2011 était plutôt une croissance pendant cette période de l'ordre de 2 à 3% par an. Nous avons aussi, sur le plan social, un travail qui est de deux ordres. Premier point qui est absolument central, c'est que nous avons réussi, à la suite d'une négociation très longue mais extrêmement fructueuse, à signer avec l'ensemble des organisations syndicales des nouveaux accords d'entreprise qui se substituent à l'ensemble des conventions collectives qui existaient depuis quelques dizaines d'années, mais aussi qui se substituent à tous les accords des différentes entreprises. Ce point est absolument central parce que l'entreprise unique France Télévisions n'existait pas jusqu'à ce jour puisque coexistaient des statuts de personnel différents, et ces statuts de personnel différents faisaient qu'il y avait des règlements du travail différents, des manières d'organiser le travail différents. Et donc, le fait d'avoir aujourd'hui un statut commun à la suite de cette négociation va nous permettre de mutualiser plus facilement, de faire passer plus facilement des collaborateurs d'une structure à l'autre, et donc de nous organiser plus facilement. Et nous organiser plus facilement, c'est permettre le développement, mais c'est permettre aussi des économies. Et de ce point de vue-là, nous avons déjà réussi
à baisser de façon sensible nos effectifs, puisque à ce jour, si je me compare au niveau d'effectif moyen de l'an passé 2012, comparé à l'effectif moyen des 8 premiers mois 2013, nous sommes globalement à 500 personnes de moins en ce qu'on appelle équivalent temps plein. C'est-à-dire que là où nous étions à un peu plus de 10 600, nous sommes à un peu plus de 10 100. L'objectif en termes de gestion du personnel, c'est de baisser encore les effectifs, et le plan s'est fixé comme objectif en 2015 d'arriver à 9 750 exactement, c'est-à-dire par rapport au point haut de 10 600 que j'évoquais tout à l'heure, 850 personnes en moins. Cette deuxième phase que nous allons enclencher est une phase que nous allons enclencher en présentant très prochainement au comité central d'entreprise, le 1er octobre exactement, un plan de départ volontaire. Mais ce plan de départ volontaire est un plan de départ fondé sur des organisations différentes que nous pouvons faire maintenant. Et donc c'est un plan de départ qui doit se traduire par des départs non remplacés. Une des raisons pour lesquelles les plans de départ passés, notamment le dernier qui avait été lancé juste avant mon arrivée, était un plan de départ, vous vous en souvenez peut-être, d'accélération de départ à la retraite, qui donc n'était pas centré sur une organisation nouvelle et qui a fait que nous avons eu beaucoup de remplacements. Les effectifs vont donc baisser, avec dans ces effectifs qui baissent en particulier un point très important pour nous, qui est le point de la baisse de l'emploi non permanent. Cet emploi non permanent était de l'ordre de 19% de nos effectifs à France Télévisions dans les années 2010, 2011, 2012. Nous avons baissé ce taux de l'ordre de 16% à ce jour. Nous continuons à faire ce travail, sachant que parallèlement à la négociation qui va être lancée sur les questions de plan de départ volontaire, nous lançons une négociation sur les questions de l'emploi non permanent liées aussi au débat sur l'intermittence, et nous aurons aussi une négociation sur les questions de l'emploi senior, comme toutes les entreprises aujourd'hui le font, et dans le cadre de la loi notamment. Globalement, aujourd'hui, la trajectoire que nous avons fixée dans le cadre de ce contrat d'objectifs et de moyens est une trajectoire qui comporte toute une série d'aléas. Ces aléas sont au moins de trois principaux. Premier aléa, c'est évidemment l'aléa publicitaire. Cet aléa publicitaire est lié à notre situation, je l'évoquais tout à l'heure, d'offre qui n'est qu'une offre en journée, liée aussi à l'évolution de la concurrence, est liée aussi à l'évolution de la situation économique. Ce point est un point aujourd'hui préoccupant pour nous, parce que nous nous rendons compte qu'à fin août, alors que nous avions déjà une prévision publicitaire sensiblement en retrait par rapport au réalisé 2012, qui lui-même était déjà en retrait, nous sommes aujourd'hui à fin août avec un budget réalisé de l'ordre de 10 millions en dessous de l'objectif 2013. Donc nous voyons qu'on a une difficulté concernant la publicité. Deuxième aléa, c'est effectivement lié au financement public et en particulier à la ligne subvention qui est inscrite dans le budget de l'État. Je rappelle que sur cette ligne, par exemple, par rapport au budget qui a été voté pour l'année 2013 en cours, il y a aujourd'hui une somme de 31 millions qui est gelée, et nous subissons en quelque sorte le même traitement que les administrations, alors que nous sommes dans des contrats et que dans ces contrats, la ressource publique est un des éléments de fonctionnement et d'équilibre. Donc aujourd'hui, non seulement nous avons 10 millions de moins en publicité, mais potentiellement 31 millions de moins en recettes publiques, lesquelles recettes publiques ont par ailleurs été déterminées, encore une fois, dans le cadre du budget. Et puis, troisième aléa, c'est l'aléa lié au plan de départ, puisque ça sera un plan de départ volontaire. Et qui dit plan de départ volontaire dit donc nécessité d'avoir, dans les cadres que nous fixons, des personnes qui souhaitent partir, qui acceptent de partir. Et de ce point de vue, même si
je suis optimiste et je pense que nous y réussirons. La prudence veut que nous ayons donc cette aléa que nous prenions en compte. Tout cela fait que j'ai proposé au gouvernement, qu'il a accepté, que ce plan soit, enfin ce contrat d'objectifs et de moyens soit révisable. Ce qui veut dire, en substance, que nous faisons comme les grands groupes industriels des plans stratégiques qui sont des plans glissants. Et ça me semble raisonnable, parce qu'aujourd'hui, dire j'ai un contrat d'objectifs et de moyens, et dans ce contrat d'objectifs et de moyens, sur une période moyenne ou longue, là en l'occurrence c'est 3 ans, mais ça pouvait être 5 ans, je fige les choses alors que mon environnement bouge, et qu'en particulier l'État qui est signataire de ce contrat peut être à même de ne pas respecter les éléments de recettes, ou la publicité, connaître les difficultés que je viens d'évoquer, je crois qu'il est sage, encore une fois, comme tout groupe industriel, de se dire, et c'est ce que nous avons inscrit dans ce contrat, que nous donnons rendez-vous, par exemple, chaque année au moment de la discussion du budget, pour analyser les éléments constitutifs du budget à venir et voir s'il y a des évolutions significatives, des risques importants, et donc modifier en quelque sorte à ce moment-là les objectifs, et nous permettre de cette façon-là de rester en ligne avec les objectifs économiques, et en particulier avec l'absolue nécessité d'être à l'équilibre en 2015, parce qu'une entreprise qui ne trouve pas son équilibre économique à un moment donné est une entreprise qui, bien sûr, perd son indépendance, mais aussi ne peut pas continuer à investir. Alors, cette question est une question qui modifie quelque peu le rapport au contrat d'objectifs et de moyens, mais c'est aussi une question qui doit nous permettre chaque année, lorsque nous nous présentons à vous, de précisément faire le point et de voir quelles sont les évolutions. Voilà, Madame la Présidente, les quelques éléments en introduction. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez vraiment, conformément, comme je vous le suggérais, abordé les 2 phases, à la fois la loi et le contrat d'objectifs. Donc, tout de suite, afin que nous puissions tenir notre horaire, je passe la parole à notre rapporteur, David Assouline, et puis ensuite aux collègues qui voudront vous interroger sur un ou l'autre de ces 2 aspects. Oui, merci, Madame la Présidente, Monsieur Flimelin. L'audition, à l'origine, porte essentiellement sur ce projet de loi qui nous arrive. Nous avons un délai assez rapproché pour pouvoir le travailler dans notre commission avant son passage en séance publique. Et donc, je vous remercie d'avoir trouvé le temps de cette audition. Et vient percuter cette audition quelque chose qui nous tient à cœur, notamment dans notre commission, de pouvoir regarder, étudier et donner un avis sur les COM et là un avenant aux COM. Je voudrais dire que je suis désolé, pas content, et il faudra plus que ça se reproduise, et peut-être qu'il faudra le mettre dans la loi, qu'on puisse une fois de plus avoir un avenant au COM ou un COM qui arrive à la fin du mois de juillet, comme il faut 4 semaines pour rendre un avis, ou 6 semaines, que nous soyons, nous, en situation, puisque les semaines du mois d'août, on n'est pas là pour le voir, le découvrir en rentrant et devoir tout de suite dire oui ou non. Je l'ai dit dans le passé, c'était un autre gouvernement, je le redis cette fois-ci avec la même insistance, par respect pour ce rôle qu'a le Parlement et notre commission. Et d'ailleurs, donc, il faudra peut-être mettre dans la loi que c'est, même réduire le délai, on n'a pas besoin de 6 semaines, mais que ça commence à l'ouverture de la session qui suit quand on le reçoit en fermeture de session. Hein. C'est-à-dire que les 4 semaines ne soient pas mangées par le moment où le Parlement n'est pas là. Donc, c'est une mise au point pour vous dire que, par sérieux, je ne vais pas rentrer dans l'avenant, même si j'ai quelques informations, mais je n'ai pas eu encore le temps de le lire en même temps qu'il fallait préparer et travailler de façon importante sur la loi. Donc, j'ai bien vu que sur la loi, vous êtes heureux que l'indépendance soit confortée. Donc, il y a... et vous insistez sur le fait que l'indépendance pour vous, c'est pas que... et pour nous aussi, bien sûr, on l'a dit fort,
que l'indépendance des responsables de l'audiovisuel, mais l'indépendance financière. Ça viendra en son temps en discussion globale. C'est des débats que nous avons eus au moment de la loi de 2009. C'est un point de vue que j'ai défendu fortement. Considérer que l'indépendance reposait d'abord parce qu'on était sur deux pieds, la redevance, qui n'était pas complètement l'État, puisque c'était un prélèvement direct et pas chaque année une dotation budgétaire. Nous savions qu'il y avait la moitié qui venait du commerce, et donc on était assez indépendant des deux, puisqu'on dépendait d'aucun complètement. Maintenant, ce paysage s'est modifié. Et c'est évident que, pas pour qu'une question d'indépendance, mais pour une question de pérennité, et j'en viens au COM, donc de cette façon, il faut absolument qu'on puisse, dans l'audiovisuel public, à partir d'une stratégie, à partir d'un COM, être sûr que les deux partenaires, et notamment la source de financement, soient là pour l'accompagner jusqu'au bout. Et l'instabilité ou l'incertitude chaque année renouvelée, et là, on est tombé en plein dans les incertitudes, et ça condamne d'ailleurs la loi telle qu'elle avait été conçue à l'époque. Les faits l'ont condamné, plus que les a priori, et j'en avais. Et ça nous met dans cette difficulté. Donc moi, et nous, au Sénat, on s'est battu l'année dernière pour que la redevance soit encore plus partie prenante du financement, puisque, aux augmentations déjà prévues, nous avions proposé 2 € de plus, ce qui faisait 50 millions de plus, et ce qui faisait que vous puissiez passer ce cap, je tiens à le souligner, qui était très difficile de contraintes budgétaires. Ça, voilà, sur le COM, j'ai dit. Et sur l'indépendance, je voudrais... je suis embêté. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé que... Mais ça vous met dans une situation difficile, forcément. Poser une question... qui a toute sa place, mais en même temps qui appelle de vous une position personnelle, un regard personnel sur quelque chose qui vous concerne. J'avais envie de vous poser la question, mais vous pouvez ne pas y répondre. Quel regard vous portez a posteriori sur le mode de nomination qui a conduit à votre propre nomination? Voilà, peut-être qu'avec l'expérience, vous pouvez vous dire, voilà, c'est nous dire comment vous l'avez ressenti dans l'exercice de votre fonction, je ne parle pas en soi. Cette loi est un peu plus importante que la simple nomination, puisque, voulant que le CSA soit aussi indépendant, puisque c'est lui qui reprend la nomination, on ne voulait pas revenir au statu quo ante. C'est-à-dire, en gros, c'est pas le président qui nomme, c'est le CSA, mais on serait rentré dans le débat, mais le CSA lui-même est-il indépendant? Et donc, le changement de mode de nomination au CSA est quelque chose qui est important, et donc on a touché aussi au statut du CSA et à un certain nombre de ses fonctions et de ses nécessités d'attribution pour une meilleure régulation dans un environnement qui a beaucoup bougé. À partir de cette constatation, à l'Assemblée, on a été un peu plus loin, puisque la loi a doublé de volume. Ici, on va essayer de ne pas la doubler encore, parce que ça serait aller contre nos principes de ne pas faire des lois trop verbeuses, mais en même temps, voilà, des champs ont été ouverts et ont suscité des nouveaux débats. Donc, je voulais vous demander, mais là, plus comme patron d'un secteur de l'audiovisuel, pas forcément public, mais vous avez un regard sur l'ensemble de l'audiovisuel. Quel est votre point de vue, qui n'est pas directement concerné, quoique, sur cet amendement qui est arrivé à l'Assemblée nationale, proposant que le CSA puisse attribuer une chaîne de la TNT payante, la faire glisser en TNT gratuite, puisque c'est un des sujets qui a occupé le plus les autres patrons de l'audiovisuel que j'ai auditionné la semaine dernière et que je vais continuer à auditionner. Certains disent c'est le pluralisme qui s'accomplit encore plus, d'autres qui disent que le marché est saturé et que forcément certains vont tomber et que les études économiques montrent qu'il n'y a pas la place pour plus. Bon.
votre point de vue, vous comme patron et acteur de l'audiovisuel public. Ensuite, quels, à votre avis, doivent être les liens entre France Télévisions et le CSA dès lors qu'il sera en charge de la nomination de son président? Êtes-vous favorable, par exemple, à ce que, ce qui n'est pas aujourd'hui prévu par la loi, il puisse aussi donner un avis sur l'exécution du COM? Et j'étends ma question à quelque chose qui est présent dans le projet qui nous arrive et qui est qu'au moment des actes de candidature, pour la nomination des présidents de l'audiovisuel, au moment des auditions de l'audiovisuel public, ils soient porteurs d'un projet d'orientation et qu'on juge la personne et le projet d'orientation et ensuite qu'il soit décliné dans les 3 mois après une nomination de façon plus programmatique, on va dire. Mais ça a manqué. Et je pense que c'est bien que ça soit introduit dans cette loi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça aurait été un processus qui vous aurait même plus armé et aidé si vous aviez été dès l'origine et en vous portant pas complètement à la candidature, mais en tous les cas à cette fonction? Est-ce que ça aurait aidé? Moi, je pense que c'est une bonne chose, et je vous pose la question. Voilà, il y a beaucoup de questions sur le COM. Nous, on va le discuter en commission, je crois, la semaine prochaine. On vous remettra notre avis. On mettra surtout sur la place publique, à l'État et à vous. Mais je pense que ce serait passé à notre part de faire semblant qu'on ait un avis sur quelque chose qu'on n'a pas étudié. La seule chose sur laquelle je veux déjà pointer, c'est que les annonces de suppression d'emplois, ou plutôt de postes, les centaines, etc., c'est des chiffres qui pèsent et qui ont leur importance. En tous les cas, moi je serais particulièrement attentif, et je vous pose la question sur le plan plus concret, qu'est-ce qu'on fait pour résorber l'emploi non permanent à France Télévisions? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et d'un côté, supprimer des postes et maintenir, ce qui est un peu contradictoire, un tel volume d'emplois non permanents à France Télévisions. Et je le dis d'autant plus que si on va au bout de ce que le Sénat veut faire en général, c'est-à-dire réétudier cette question des parts de coprod et de l'internalisation plus grande pour France Télévisions comme pour tout le monde, il faudra des salariés. Si vous voulez bien, Monsieur le Président, répondre à ces interrogations du rapporteur, et après on passera la parole aux collègues. Merci Madame la Présidente. Je vais répondre à toutes ces questions, Monsieur le rapporteur, en répondant à la première. Vous dire que du jour où j'ai été nommé, la question de l'indépendance de France Télévisions était ma question centrale, parce que j'avais une expérience. J'avais dirigé France 3 pendant 6 ans, j'avais été patron de presse, presse quotidienne régionale, donc un média qui joue un rôle très important dans sa région, et la crédibilité de l'entreprise de presse au sens large et de l'audiovisuel public en particulier, elle repose d'abord sur l'indépendance. Et ma mission était de garantir cette indépendance. Et je l'ai fait de façon très naturelle, et d'ailleurs au sein de l'entreprise sans le moindre doute, peut-être de par ma façon de fonctionner, mais aussi de par mon histoire et la façon dont les gens connaissaient ma pratique. Et je dirais que de ce point de vue-là, la manière dont nous avons traité des élections présidentielles et législatives en 2012 à France Télévisions ont montré que cette question d'indépendance était tout à fait au cœur de nos préoccupations et qu'elle était garantie. Je note d'ailleurs que pour l'ensemble de ces élections, nous n'avons eu aucune observation du CSA à l'époque, d'aucune sorte.
Pour autant, et ça c'est donc pour répondre tout à fait précisément sur l'exercice de la fonction et encore une fois la manière dont j'ai ressenti les choses par rapport à cette question de l'indépendance. Après, que lors des premiers mois, la question récurrente du mode de nomination a été répondue et souvent de façon très irritante, pouvait être un handicap ou je dirais une gêne peut-être, j'en sais rien, en tout cas pas dans ma pratique, mais dans l'image donnée, et je dirais qu'en tout cas ce point-là est un point qui va disparaître avec ce mode de nomination. Mais je voudrais insister peut-être sur un point, c'est que être garant de l'indépendance, c'est non seulement être nommé d'une certaine façon, mais avoir une pratique de l'exercice de patron de presse ou de patron de médias qui dépasse largement le mode de nomination et qui est lié et à la personnalité et à l'expérience et au rapport qu'on a avec la mission et notamment le rôle qu'on joue dans la société. Sur les questions que vous me posez concernant l'amendement de transfert des chaînes payantes vers le gratuit, moi je me félicite de ce que le CSA ait pour mission, à partir de cette loi, d'analyser les impacts économiques avant de prendre une décision d'attribution, de transfert. Je pense qu'on ne peut pas avoir de position de principe en disant il faut pouvoir transférer ou pas transférer, il faut pouvoir créer ou pas créer. En revanche, je pense qu'il faut avoir une vision très claire des impacts sur l'environnement et une vision très claire de la viabilité de l'autorisation qu'on donne. Parce que en affaiblissant l'environnement ou en amenant telle ou telle chaîne qui aurait des équilibres économiques trop fragiles à cesser son activité, on perturbe gravement l'équilibre du paysage et on le perturbe gravement en particulier parce que, alors c'est moins notre cas, mais c'est plus le cas des chaînes privées, on perturbe le marché publicitaire. Parce que vous pouvez avoir à ce moment-là des comportements sur le marché publicitaire qui sont notamment des comportements de baisse de prix, enfin, etc., qui perturbent le marché. Et on est sur un marché où il y a des enjeux importants d'emploi, où il y a des enjeux importants en termes de création. Et lorsqu'on donne une autorisation, lorsqu'on permet à un service de se développer au vu d'obligations, de cahiers des charges, de missions définies par le CSA ou avec le CSA, et qu'à la fin des courses, la situation économique est tellement dégradée qu'on ne parvient pas à remplir ses missions, je pense que la question mérite d'être posée. En tout cas, l'analyse qui devra être faite des conséquences doit être extrêmement fouillée et non seulement analysée sur l'immédiateté de la situation, mais une projection à quelques années. Concernant le rapport d'exécution du COM que nous présenterons au CSA, moi je suis très favorable à la solution qui a été trouvée, c'est-à-dire une présentation au CSA qui évidemment peut faire ses observations, mais aussi une présentation au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ça me semble extrêmement important et je souhaite en tout cas qu'il y ait cet équilibre pour garder le contact avec les élus qui, quand même, pour moi, sont la légitimité de la nation et nous sommes la télévision de la nation. Vous avez évoqué l'emploi non permanent. Oui, nous lançons 3 négociations simultanées. Une négociation sur le plan de départ volontaire, une négociation sur l'emploi non permanent et la réduction de cet emploi non permanent, avec des objectifs de réduction importants, qui doivent nous permettre, avec une nouvelle organisation du travail, de faire baisser cet emploi non permanent, mais aussi avec une perspective liée à l'intermittence qui sera très directement la conséquence des discussions qui vont avoir lieu et des lois qui éventuellement seront votées. Mais le taux de recours à l'emploi non permanent qui a déjà baissé de quelques points au cours des mois qui viennent de se passer doit continuer à diminuer. Et vous verrez dans l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens que nous nous fixons d'ailleurs une baisse du taux de recours à l'emploi non permanent de façon assez sensible, puisque là nous étions autour de 18-19%, nous souhaitons aller en dessous de 15%. Sachant que dans cet emploi non permanent, il y a évidemment toute une partie qui est liée à des activités de la télévision comme
des productions événementielles, etc., qui est un élément clé, effectivement, de la gestion. Mais nous devons absolument diminuer fortement l'emploi non permanent, qui est plutôt permanent, enfin, ce que vous évoquiez, monsieur le rapporteur, et les deux choses vont de pair. Merci beaucoup. Donc, il nous reste un quart d'heure pour que vous puissiez, mes chers collègues, poser les questions. Donc, je ne peux que vous recommander de les poser de façon synthétique afin que personne ne soit frustré. Voilà. Qui souhaite prendre la parole? Rapidement, puisqu'on a très peu de temps. Et voilà, l'audition que nous avons aujourd'hui concerne deux sujets peut-être un peu liés, mais au fond assez différents. Hein, la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel et le COM de France Télévisions. Je pense que c'est pas forcément le bon périmètre pour parler de la loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Je ferai quand même un petit point d'observation sur ce mot merveilleux dont le rapporteur a souligné parfois l'ambiguïté. Le mot indépendance, c'est un très beau mot, ça doit être le mot le plus prononcé dans les débats des assemblées, mais c'est un mot dangereux, puisque qui est indépendant? Comment définit-on l'indépendance? Alors on aura d'autres occasions de parler de cette indépendance dans la volonté du gouvernement actuel de revoir la nomination des présidents de l'audiovisuel. Je ne suis pas certain que l'indépendance soit mieux assurée dans la loi que vous projetez. Et étant moi-même administrateur de France Télévisions, je peux témoigner de l'effort constant du président sortant, que je salue, dans son souci de respecter cet esprit d'indépendance. Et j'aimerais bien que le rapporteur pose la même question qu'il a posée à M. Flimelin tout à l'heure, au président du CSA, pour savoir comment lui, il a ressenti sa nomination par le président de la République. Ça serait intéressant d'entendre également sa réponse. Mais je pense que ce n'est pas le lieu dans l'audition du président de traiter de ce sujet. Revenons-en rapidement au COM. Trois éléments essentiels. L'objectif d'équilibre en 2015 et dans cet objectif, les points, les dépenses et les recettes. Je crois que ce que vous projetez quand vous parlez d'un nouveau concept, en réalité, de com glissant. C'est un sujet intéressant, c'est un nouveau concept, un com glissant. Bon, ça peut définir des grandes orientations, mais quand on ne connaît pas les chiffres et leur évolution, c'est difficile de respecter des données figées à un moment donné, alors que l'environnement change. L'objectif me semble devoir être de stabiliser les choses. Et les recettes aléatoires, qu'elles soient de nature publicitaire ou qu'elles soient de nature de dotation publique sur le budget, me paraissent devoir être à un moment donné plus précisément définies. Nous, vous le savez, on a été longtemps, et je crois que là-dessus le Sénat a été assez consensuel. Il y a l'affaire de la publicité. Alors c'est sûr que c'est une recette qu'aujourd'hui France Télévisions souhaite garder. Je ne suis pas certain qu'à long terme ce soit la bonne solution pour assurer la stabilité de la recette. Nous avons toujours préféré distinguer le service public du service concurrentiel en dispensant France Télévisions de cette manne, mais en la complétant par ce qu'on appelait la redevance et qui est devenue la contribution. Il n'est pas dans l'esprit aujourd'hui de nos concitoyens, de nos compatriotes, l'idée d'augmenter considérablement. Mais je voudrais poser la question au président, dont je connais l'orientation, qui est de devoir maintenir la publicité, voire en réaugmenter les créneaux de diffusion. Mais il y a un vrai sujet, puisqu'on parle d'indépendance, on parle de l'indépendance par rapport à la publicité, il y a aussi des annonceurs qui peuvent être influents, on peut le penser en tout cas. Que penserait-il si la situation de la nation et du budget de la France était aujourd'hui un peu plus souple, de revenir à une notion de financement de France Télévisions davantage par la contribution
par l'ancienne redevance, plutôt que par un budget, une ressource publicitaire plus aléatoire. Et est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, que la recherche, la compétition pour la recherche de la publicité dans un marché qui est forcément contraint aujourd'hui compte tenu de la situation économique, est-ce que si on trouvait une compensation par la redevance, quelle serait votre approche de la suppression totale de la publicité à la télévision publique? Poser les questions pour qu'on soit sûr, voilà, qu'on puisse après tenir l'horaire. Alors, qui souhaitait encore intervenir? Monsieur Gattolin. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président Flimelin. Moi j'ai quelques questions qui concernent à la fois effectivement l'avenant au COM que nous découvrons et ce que l'a très bien exprimé monsieur le rapporteur, et c'est quelque chose, je crois, récurrent dans cette commission. On découvre soit les COM, soit les avenants dans des conditions d'études qui sont quand même absolument délicates, et ça pose problème. Mais en regardant l'avenant lui-même et en le comparant au COM tel qu'il a été produit, donc qu'on avait eu l'occasion de survoler, non pas d'étudier au début de la nouvelle mandature, je vois très peu de variantes et je vois toujours la même structure. Alors ça veut dire qu'il y a une continuité, mais je trouve qu'il y a des manques flagrants. Quand on est le service public, on a quand même des vocations, ou alors elles sont très mal exprimées, à toucher, puisque c'est le contribuable, c'est le citoyen, c'est une mission de service public, le plus grand nombre et le plus large panel de la population. Quand on voit en page 23 la répartition par tranche d'âge de l'audience de France Télévisions, on a un vieillissement considérable. Et quand vous évoquiez les difficultés de la ressource publicitaire, bien sûr, il y a la concurrence. Globalement, jusqu'à présent, l'investissement publicitaire en France sur la télévision n'a jamais décru, sauf peut-être après la crise immédiate de 2008, mais ça s'est relativement redressé. Ce que je note, c'est qu'en revanche, France Télévisions, dans son évolution de l'audience qui globalement est à la baisse, puisqu'il y a la concurrence de la TNT, d'Internet, enfin, et la concurrence aussi des autres chaînes, plus généralement, voit ces cibles, justement, moins de 50 ans, qui sont à la fois des objectifs de service public, mais qui sont aussi des cibles, entre guillemets, d'audience marchande, dégringoler. Donc moi je ne suis pas étonné effectivement que vous nous expliquiez qu'à fin août nous soyons à moins de 10%. Et j'en reviens sur le COM, et pour terminer et illustrer cela, que penseriez-vous dans le cadre d'une nouvelle loi que l'on envisage qu'il y ait une feuille de route en amont de la nomination, désignation, choix des présidents, une feuille de route précise de l'État actionnaire sur des orientations stratégiques, en gros faire une télévision pour tout le monde, avec comment on fixe des normes de qualité et de mission de service public, que le président, en tous les cas le candidat ou les candidats à la présidence des chaînes fassent effectivement une proposition, un projet véritablement stratégique. Ensuite, le COM n'est que la réalisation et le suivi de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un petit peu inversée, où en gros, il y a des candidats, il n'y a pas une vraie définition préalable des objectifs généraux, et on a un COM qui se retrouve en une discussion plus ou moins précise entre le nouveau président de France Télévisions ou de la chaîne publique et l'État et les moyens budgétaires, dans lequel le CSA n'a pas grand-chose à dire. Alors moi, je me demande si c'est, au-delà de la question de l'indépendance et des nominations des présidents de chaîne, est-ce qu'il n'y a pas une procédure, si on veut, que le travail qui soit fait au travers du service public, y compris pour aider les présidents des chaînes, doit être au préalable cadré et qu'on ait de véritables indicateurs de performance, parce que dans l'avenant au COM, il y a 2 pages, sur à peine, il y a une page sur l'audience avec quelques tableaux. On a un Calimat, excusez-moi, pour connaître ce que font les pays étrangers, pas seulement la BBC, une petite étude ponctuelle réalisée, un baromètre de quelques questions faites par l'IFOP. Pour moi, ce n'est pas la satisfaction du public. Ça ne me paraît pas suffisant pour évaluer des performances. On peut évaluer des performances d'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bien gérée, bien organisée? Est-ce qu'elle a des logiques sociales qui sont conformes aux objectifs? On peut évaluer sa production, et là on a des éléments sur la production. Par contre, sur sa réception, sur le public, je trouve qu'on oublie le destinataire final, qui est l'usager, qui est le téléspectateur et qui est le citoyen contribuable. Merci. Alors,
Oui, nous avons évoqué le COM et puis le texte de loi qui arrive sur l'indépendance. Il y a aussi un autre texte de loi qui arrive la semaine prochaine, à savoir le texte de Najat Vallaud-Belkacem sur, évidemment, la juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et également à l'image les stéréotypes, la lutte contre les stéréotypes et les préjugés sexistes. Donc là également, je rejoins notre collègue David Assouline lorsqu'il dit que on l'a très tardivement le COM et on ne peut pas évidemment l'analyser correctement. Donc ça, c'est un des points qui va être aussi à regarder et à vérifier en matière donc de parité. Autre chose, je voudrais évoquer France 3. France 3, je crois qu'il y a une réforme qui est prévue pour 2015. Et vous avez évoqué des baisses des programmes régionaux. Sachez que nous sommes tous très très attachés évidemment à nos territoires et qu'il faudra de fond mener une réflexion sur la place évidemment que doit jouer France 3 ainsi que sur la place de la diffusion régionale sur cette antenne. D'autre part, vous avez évoqué, et David l'a fait également, les emplois non permanents. Vous avez la volonté de les baisser en ayant recours pour une certaine partie d'entre eux à des sociétés de production qui sont des sociétés tout à fait privées et qui utilisent évidemment du personnel comme elles l'entendent. Maintenant, est-ce que vous allez développer par contre des CDI? Et je le dis parce que j'ai auditionné des membres de France Télévisions dans le cadre de mon travail sur l'intermittence. Comment allez-vous développer les emplois non permanents, si ce n'est où vous les mettez à la porte, vous les renouvelez pas, ou vous les faites embaucher par les sociétés privées. Voilà, ce sont des choses tout à fait intéressantes à connaître. Et puis en matière de spectacle vivant, vous avez une obligation, je crois que vous respectez votre obligation en matière de spectacle vivant avec un équilibre entre les différents genres de spectacles. Peut-être veiller à ce que la retransmission des spectacles soit plus régulièrement répartie. Parce que souvent, il y a des spectacles qui sont sur France 4, des chaînes humoristiques, alors que les chaînes privées le font très souvent. Donc, essayer de garder quand même une spécificité de service public par rapport au service privé, par rapport au privé. Voilà, je m'arrête là parce que... Voilà. Moi, je me permets de rajouter juste un petit focus par rapport à quelque chose là, que vous avez évoqué, qui est par rapport à la place des femmes, à la représentation des femmes. Comment on peut arriver à concilier, avec toutes les contraintes qui sont les vôtres, les retransmissions sportives où certes les femmes excellent, mais où on a conscience qu'en termes d'audience et peut-être donc pour vous d'intérêt du public, il y a tout un chemin à faire. Et est-ce que c'est un chantier que vous vous proposez d'ouvrir? Voilà. Merci Madame la Présidente. Concernant le financement, je voudrais dire à Monsieur Leleu que, évidemment, si nous nous situons sur le moyen terme, la stabilité et la nécessité pour l'entreprise publique de remplir ses missions, parce que la grande différence entre une entreprise de télévision privée et une entreprise publique, mais vous l'avez évoqué les uns et les autres, c'est que nous avons un certain nombre de missions, et ces missions sont des missions qui nécessitent de l'investissement à moyen long terme sur la création, sur l'information, etc. Et donc, on a besoin effectivement d'un financement stable, pérenne et prévisible. Et le financement stable, pérenne et prévisible, c'est d'abord
la redevance. C'est d'abord, évidemment, la contribution. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est indispensable, je sais que vous y avez travaillé, que cette contribution voit son assiette modifiée, parce qu'aujourd'hui, on est passé dans un autre monde, ce qu'ont fait les Allemands, les Suisses, les Finlandais ou les Suédois, en prenant en compte l'intégralité des foyers qui ont des écrans. Enfin, donc, oui, il faut que nous soyons d'abord financés par la redevance, oui, par la contribution, oui, il faut en changer l'assiette probablement et en tout cas la faire évoluer de façon à nous permettre de nous développer. Après, est-ce que nous devons choisir un modèle 100% redevance ou un modèle mixte? Je note aujourd'hui que la quasi-totalité des pays, mis à part la BBC, ont des modèles mixtes, y compris l'Allemagne, hein, puisque l'Allemagne a de la publicité pour partie. Je dirais que ce sont les moyens. Quels moyens choisir? Moi, je préfère aujourd'hui un moyen qui me permette d'avoir une véritable stabilité par rapport à mes missions. Donc d'abord une redevance la plus forte possible. Après, s'il peut y avoir un peu de dynamique commerciale de la part de la publicité, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être l'essentiel. Sachant que je voudrais préciser de façon très claire qu'à France Télévisions, jamais un annonceur n'a eu une influence sur un contenu. Et ce qui fait d'ailleurs que nous avons toute une série d'émissions d'investigation ou de consommation qui ont des succès auprès du public et de la presse. Mais c'est un grand débat qu'il faudrait qu'on poursuive. Concernant les questions de nos objectifs, enfin, je vais prendre globalement votre propos. D'abord, lorsque j'ai été nommé président de France Télévisions, je l'ai été après avoir présenté ma vision, ici même. Hein, et cette vision, elle a été débattue. Et dans cette vision, j'avais toute une série de points que nous avons mis en œuvre, dont le fait de nous adresser à tout le monde, et en particulier pour nous adresser à tout le monde, le fait de devenir un acteur déterminant du monde numérique. Je note qu'aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes leaders sur le plan du numérique dans ce pays, et c'est important. Après avoir présenté cette vision que j'avais présentée ici, j'ai fait un plan stratégique. Et c'est ce plan stratégique qui a donné lieu au COM. Donc c'est assez proche de la démarche que vous avez indiquée. Je voudrais d'ailleurs vous indiquer aussi qu'avant que nous ne travaillions sur le COM, j'ai refait une version de mon plan stratégique que j'ai présenté à mon conseil d'administration, qu'il a approuvé, et c'est à partir de là qu'on m'a modifié les COM. Donc on est bien dans cette démarche-là avec un certain nombre d'objectifs. Alors oui, nous devons nous adresser à tout le monde. Mais oui aussi, le monde des médias traditionnels aujourd'hui, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, s'adresse de plus en plus à des adultes qui ont globalement au-dessus de 40 ans. Parce que oui, les adolescents et les jeunes adultes consomment de plus en plus des médias et notamment les nouveaux médias. Alors, nous souhaitons les aborder de 2 manières. D'abord, en ayant ce travail sur le numérique que nous sommes en train de faire, la télévision de rattrapage, les nouvelles écritures, etc. Vous verrez dans l'avenant au COM que nous avons là-dessus un projet sur France 4 que je pourrais vous présenter qui doit nous permettre d'aller vers ces nouveaux publics. Et oui, nous devons être de plus en plus présents, et nous le sommes, sur les réseaux sociaux pour nous permettre de faire circuler, de jouer l'interactivité, de faire en sorte que nous nous inscrivions bien dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, ce point est central. Peut-être juste un point, le Calimat, ce n'est pas quelques questions. Le Calimat, c'est tous les jours les prime time, non seulement du service public, mais aussi de TF1 et de France 2, qui sont analysés par un panel représentatif d'ARIS, avec des données extrêmement... Bon, je crois que j'ai débordé mon temps. Je voudrais simplement peut-être... Une minute. 2 points, 1 minute. Parce que vous avez commencé comme ça. Excusez-moi. On vous a fait commencer en retard, c'est notre responsabilité. Le point extrêmement important sur la représentation des femmes. J'ai pris des engagements lors d'une journée que nous avons consacrée à cette question, d'ailleurs en présence de la ministre Najat Vallaud-Belkacem et de Mme Aurélie Filippetti. J'ai pris des engagements très fermes en termes d'évolution de la structure de l'emploi, de la place des cadres femmes dans la société, et puis de l'antenne, où j'ai pris notamment un engagement très fort, qui est que sur l'ensemble des émissions, on fait appel à des experts. Nous aurons, dans le cadre du COM, au moins 30% d'expertes femmes. Hein, donc c'est un engagement formel que nous avons inscrit dans le COM.
et qui est mais je vais vous dire qui est fondamentale, comme la question de la diversité. Voilà pour les travaux de la commission de la culture qui auditionnait cette semaine le PDG de France Télévisions dans le cadre du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Tout de suite, c'est le 24h Sénat.